Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans le numéro 105 de Famille, justice, enfance avec Stéphane sur RLP 102.3. Aujourd'hui, une émission radicalement à contre-courant. Nous allons parler de misandrie, nous allons parler de sexisme anti-homme. Nous commencerons avec Patrick Guillot, auteur de l'ouvrage Misandrie, misogynie, il y a deux sexismes, ainsi que des livres La cause des hommes et Quand les hommes parlent et 77-98, Monsieur Guillot qui nous parlera de l'affaire Johnny Depp-Amber Heard, un couple mondialement connu qui s'accuse mutuellement de violences conjugales et, surprise pour une fois, c'est madame qui est condamnée. Je vous diffuserai ensuite un reportage effectué par madame Virginie Vota qui s'appelle « Le combat des pères dans la justice féministe ». Alors il s'agit ici d'un reportage avec un parti pris qui est ouvertement en défense des pères, de ce qu'ils vivent et qu'ils subissent. Mais la question que l'on se pose derrière tout ceci, c'est pourquoi lorsque l'on parle de fausses accusations, lorsque l'on parle de sexisme dans la justice familiale et les services sociaux de notre pays, pourquoi tout de suite est-ce qu'on est assimilé à un gros facho ou un réactionnaire de droite, alors que ces sujets devraient normalement être portés par les forces progressistes de notre pays, car ils sont synonymes de progrès social et d'égalité. Ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. RLP 102.3, aujourd'hui avec Patrick Guillot du groupe d'études pour les sexismes, que nous avons déjà interviewé ici même, auteur du livre Misogynie, misandrie, il y a deux sexismes, une façon d'expliquer que la misogynie, effectivement, est un sexisme anti-femme, la misandrie, son pendant, est un sexisme anti-homme, et qui va nous parler aujourd'hui, succinctement, de l'affaire Amber Heard, Johnny Depp. Patrick, ça va ? Ça va. Très bien. Alors, qu'est-ce que cette affaire et en quoi, visiblement, elle est importante dans le cadre de tes écrits ? Elle est importante pour tout le monde, je pense. Oui. C'est-à-dire, c'est une situation pas très originale qui oppose une femme et un homme sur un problème de diffamation. Donc, l'homme accuse son ex-conjointe de l'avoir diffamé. Mm-hmm. Et au terme d'un procès très long et très remuant et très agressif, c'est l'ex-conjointe qui est condamnée. Alors ça, c'est dire, je crois qu'elle l'avait accusée, elle, de violence et de certaines choses aussi également. Hein. Oui, absolument. Elle l'a accusée de violence conjugale, de violence sexuelle. Et c'est un type d'accusation venue de femmes qui est exponentielle en ce moment à notre époque. Ça n'arrête pas ce genre d'accusation. Alors je dis pas que ces accusations sont fausses, je dis qu'elles sont largement surrépandues et surévaluées. Et je dis aussi que l'opinion publique, les médias et la justice, dans ce genre de circonstances, ont tendance à ajouter foi à la thèse de la conjointe de la femme, parce que nous baignons dans une idéologie où effectivement la femme est considérée comme un être fragile et victime de l'homme, des hommes qui eux sont un sexe brutal, violent, et donc a priori dans l'opinion publique, dans les médias et dans la magistrature, on a tendance à croire d'abord, même s'il n'y a pas de preuves, on a tendance à croire la thèse de la conjointe, de la présumée victime féminine. D'accord. Et là, dans le cas présent, c'est l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que le jury a bien travaillé, il a travaillé longtemps, il y a des tas d'arguments qui ont été échangés de part et d'autre, et le jury s'est pas contenté de dire c'est une femme qui accuse, donc c'est elle la victime, donc c'est elle qu'il faut croire et il faut condamner a priori l'ex-conjoint, l'homme. Le jury a travaillé et a tranché indépendamment du sexe de l'accusateur et de l'accusé. Donc comme c'est un procès avec des personnalités mondiales très connues du monde artistique, c'est un procès qui a fait beaucoup de bruit. Donc c'est un procès qui va remettre en cause
l'idée toute faite qu'avait porté par exemple le mouvement MeToo, selon laquelle les femmes disent toujours la vérité et les hommes sont toujours dans le mensonge. Ça va avoir, je pense, un certain effet sur les procédures suivantes. Alors, je crois que Amber Heard a été condamnée pour diffamation, mais qu'elle avait également contré une plainte de violence, si je ne m'abuse. Ah, tout à fait, oui. Violence conjugale. Voilà, donc ça, on l'a pas dit. C'est-à-dire qu'en fait, Johnny Depp et Amber Heard s'accusent mutuellement de violence conjugale. Nous avons un homme qui se plaint d'avoir été victime de violence par son ex-femme et le jury, le tribunal, reconnaît la réalité de l'accusation. Il aborde un sujet tabou parce que les hommes victimes de violences conjugales, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est une catégorie de victimes qui n'est pas reconnue, qui n'est pas reconnue ni dans la population, ni dans les médias, ni dans les instances judiciaires. Il y a très peu d'hommes battus, puisqu'on les appelle comme ça. Il y a très peu d'hommes battus qui portent plainte, beaucoup moins que de femmes battues. Et il y a très peu d'hommes battus qui obtiennent une réparation judiciaire, parce que ils n'ont pas, comme ce sont des hommes, ils n'ont pas a priori un profil de victime. Et Johnny Depp est blanchi et Amber Heard est condamnée. C'est l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir. Hein. On a l'habitude de voir des hommes condamnés pour violence conjugale contre leurs femmes. Il y a quelques cas inverses, mais il y en a pas beaucoup par rapport à la réalité des hommes battus, parce que des hommes battus, contrairement à ce que croit tout un chacun, il y en a une bonne proportion. Hein. D'après les études françaises qui existent, ça représente à peu près un tiers du total des victimes de violences conjugales. Et là, ce sont des violences physiques, on ne parle pas forcément des violences psychologiques. Ah oui. Surtout les gens qui osent se plaindre de ce qui leur arrive en fait. Hein. Oui, il y a beaucoup moins d'hommes battus qui se plaignent en justice qu'il n'y a d'hommes battus dans la réalité des familles ou des couples, hein, parce que c'est beaucoup plus difficile pour un homme de déposer plainte pour violence conjugale, parce que un homme est censé être fort et être toujours capable de se défendre, et à partir du moment où il dit qu'il a été victime, il suscite pas la compassion, il suscite plutôt la suspicion ou l'ironie. C'est beaucoup plus difficile de porter plainte dans ces conditions. Est-ce que nous avons des chiffres sur le nombre de fausses accusations qui peuvent exister dans les tribunaux de violences conjugales envers les hommes en France? Est-ce qu'on a des données, des statistiques? Pas à ma connaissance, mais ça manque. Ça serait très très intéressant de savoir combien de plaintes féminines pour violences conjugales sont classées sans suite ou sont démenties. Ça serait extrêmement intéressant. Mais à ma connaissance, personne ne fait ce décompte qui d'ailleurs serait relativement difficile à faire. Hein. Que risque-t-on à accuser de manière mensongère quelqu'un de violence conjugale? On risque pas grand-chose en fait. Quand on est une femme, surtout quand on est une femme, on ne risque pas grand-chose, sauf à être considéré comme une pauvre victime et à attirer la compassion, la sympathie et le soutien des collègues, des amis, de la population, des juges, etc. On ne risque pas grand-chose. Par contre, un homme qui est accusé de violence conjugale, et en plus, s'il est condamné, il risque beaucoup de choses. D'abord, il va être discrédité dans son travail, dans son entreprise, voire dans son immeuble, dans sa région, et il va s'attacher à lui une réputation, une image d'individu dangereux et d'individu immoral. Et qui pourra peut-être lui coûter l'accès à ses enfants également. Ah, alors ça, c'est une autre conséquence possible. S'il y a divorce dans le couple, ce qui paraît logique, s'il y a accusation de violence conjugale, il risque d'y avoir divorce en même temps. C'est sûr que le père qui porte sur lui une accusation de violence conjugale, les juges aux affaires familiales ne vont pas être très favorables
à lui octroyer sa part dans la résidence des enfants. Il risque de perdre la résidence des enfants. Ça arrive souvent, oui. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a une actualité? Est-ce qu'un deuxième livre est en préparation ou une mise à jour? Édition augmentée qui se profile? Quelque chose qui arrive? Non, pour l'instant, ce livre fait le tour de la question. À mon avis, il dit vraiment beaucoup de choses sur la misandrie, beaucoup de choses qui sont pas dites ailleurs. Merci Patrick Guillot, merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Quand vous entendez un avocat qui vous dit « Monsieur Laurent, vous êtes baisé », c'est à ce moment-là que je maudis la justice de mon pays. En France, l'action de Serge Charnay a fait boule de neige. 3 cas en une seule semaine. Sur cette autre grue à Nantes, un second papa a passé une journée à 30 mètres de hauteur. J'ai resté un mois, une semaine, même pas manger rien. Non, c'est bien, c'est bien. Allez, courage, on va tout faire péter. C'est dur. Bonjour à tous, cette vidéo est sans aucun doute l'une des plus importantes que j'ai réalisées sur cette chaîne et je compte sur vous pour la diffuser massivement. Nous allons parler de la souffrance et du désespoir des pères qui sont privés de leurs enfants après une séparation ou un divorce. C'est un sujet qui est très peu médiatisé, c'est pour ça que j'aimerais lui donner toute l'amplitude possible. Nombreux sont ceux qui ne supportent plus d'être seulement des papas du dimanche. À cause de la distance géographique, certains pères ne voient plus leurs enfants. Et d'autres se battent pendant plusieurs années dans la précarité contre des institutions et des fausses accusations pour récupérer au moins un droit de visite et d'hébergement. D'après les statistiques du ministère de la Justice, en 2018, il y aurait eu 93 818 divorces par contentieux. Les 2/3 impliquent au moins un enfant mineur. En 2016, 2,7% des enfants vivaient en résidence alternée. Un enfant sur 4 ne voit plus son père après la séparation. Selon un rapport ministériel de 2005, chaque année, 1300 pères se suicident. Et d'après une enquête menée auprès des structures d'hébergement et de distribution des repas chauds, 26,6% des personnes qui sont à la rue sont des pères qui ont dû quitter à la hâte leur domicile conjugal. Les féministes se préoccupent-elles de cette situation? Eh bien, si on leur demande pourquoi les pères sont aussi peu nombreux à avoir la résidence principale de leurs enfants, voici leur réponse. Ils passent moins de temps que les femmes à s'occuper de leurs enfants. L'INSEE rapporte que les femmes à temps complet travaillent en moyenne 1611 heures par an, contre 1734 heures dans le cas des hommes, en partie parce que leur métier ou leur secteur d'activité diffère. Par ailleurs, la durée du travail est liée à la situation familiale. Les femmes de 25 à 49 ans vivant seules travaillent plus que celles vivant en couple avec enfants. À l'inverse, les hommes cadres de 25 à 49 ans travaillent légèrement plus lorsqu'ils sont en couple avec enfants que ceux vivant seuls. En résumé, les hommes travaillent plus que les femmes lorsqu'ils ont des enfants. Et la raison est évidente, ils font leur maximum pour subvenir aux besoins de leur famille. Mais les féministes utilisent ces mêmes chiffres pour démontrer qu'au contraire, les hommes négligeraient leurs enfants. D'après un sondage, les pères s'occupent de leurs enfants en moyenne 6h30 par semaine, tandis que les mères leur consacrent environ 13 heures. Comme les deux parents travaillent aujourd'hui, les informations ci-dessous indiquent que non seulement les mères travaillent, mais qu'elles consacrent aussi 2 fois plus de temps aux enfants que les pères. Vous voyez in fine comment ces faits sont repris, orientés et déformés par les médias pour affirmer après que les pères s'intéresseraient moins à leurs enfants que les mères. Notre société minimise de plus en plus le rôle du père, et ce n'est pas seulement un problème législatif, matériel ou juridique. C'est toute une idéologie qui imprègne les institutions, à commencer par les médias, la politique, l'éducation nationale et l'État bien sûr. Dans cette vidéo, nous allons voir comment s'est mise en place la destruction de cette puissance paternelle. Quel est le modus operandi de ces femmes qui privent leurs enfants de voir leur père? Et enfin, comment la justice et les institutions sont complices de ces situations. En France, la destruction de la puissance paternelle est le résultat de toute une série de lois qui ont démembré la famille en abattant tout d'abord son pilier, le père. Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. Tel était l'article 213 du Code civil napoléonien avant son abrogation par la loi du 28 février 1938. Divorce, émancipation de la femme, révolution de mai 68, la loi s'adapte aux mœurs de la société et porte l'estocade à la puissance paternelle le 4 juillet 1970 en la remplaçant par la notion d'autorité parentale conjointe. Si l'autorité parentale est partagée au sein du couple, en cas de divorce et de séparation, elle revient de facto exclusivement à la mère. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la famille était le premier rempart contre la puissance de l'État dont nous constatons aujourd'hui les dérives. La souffrance des pères et des enfants séparés,
s'est exprimé très clairement par une affaire médiatisée en 1986. Âgé de 12 ans, Cédric parcourt 400 km en autostop pour rejoindre son papa, alors qu'il avait été confié exclusivement à la garde de sa mère après le jugement du divorce. Tout le village se mobilise pour empêcher les gendarmes de venir le reprendre. J'ai dit si mon papa gagnait pas la garde, je vais m'échapperai. Cette histoire sera notamment à l'origine de la loi dite Maluré, promulguée 1 an plus tard. Elle instaure la notion d'autorité parentale conjointe dans le cas des couples mariés et divorcés et rend au passage l'intervention du juge nécessaire. En conséquence, le juge des affaires familiales est créé en 1993. Enfin, le 4 mars 2002, une loi étend le principe d'autorité parentale à tous les couples mariés ou non. Elle instaure la fonction de médiateur familial et développe la notion de résidence alternée, rendant les deux parents égaux en droit et en devoir. En théorie. Comment être père lorsque l'on voit ses enfants seulement de manière occasionnelle? Si on voit un enfant qu'un week-end sur 2, on n'est pas dans une relation naturelle, on va peut-être faire de la compensation, c'est-à-dire essayer de lui faire vivre le plus beau week-end possible, peut-être au détriment d'une relation naturelle et de qualité, quoi. Le père ne participe plus réellement à l'éducation des enfants et il n'a plus du tout son mot à dire dans la vie quotidienne. Le meilleur exemple, c'est quand j'ai pris Lucas à 41 jours, il m'appelait plus papa, il m'appelait comme m'appellent leur maman et leur grand-mère maternelle, il m'appelait Nicolas. Le père se retrouve également lésé d'un point de vue matériel parce que seule la mère obtient le statut de résidence principale, c'est-à-dire qu'elle reçoit la pension alimentaire, parfois une prestation compensatoire, mais aussi des allocations familiales comme la prime pour la rentrée scolaire, la prime de Noël, des aides diverses de l'État et des impôts moins élevés puisque l'enfant à charge est compté dans le calcul. Mais revenons au début et voyons le calvaire que les pères subissent durant la procédure pour tenter de maintenir un lien avec leurs enfants. Un jour, je suis rentré du travail et puis il n'y avait plus mes enfants ni leur maman, il manquait des meubles, etc. Et un simple mot qui me faisait comprendre qu'il y avait eu, que la maman était partie avec les enfants, quoi. Et lui n'a rien vu venir, il n'est pas préparé à toute la bataille judiciaire qui va commencer pour récupérer au moins le droit de voir ses enfants. À 40 ans, ce restaurateur a arrêté de travailler. Sa vie est tout entière tournée vers un seul but, récupérer sa fille. La garde lui en a été retirée pour être confiée à sa mère, une jeune Allemande qui est repartie dans son pays avec l'enfant. Aussi, lorsqu'il est convoqué au tribunal devant le juge des affaires familiales, l'homme doit toujours se justifier et montrer qu'il est un bon père et qu'il a les moyens financiers d'accueillir et d'héberger ses enfants. De telles justifications ne sont jamais demandées à la mère. Non mais moi ce que je ne peux pas, c'est lorsqu'il reçoit les enfants chez lui, qu'il y a en plus de sa nouvelle femme, il y a sa mère et son frère. Dans un F3, je me demande comment il les couche, les enfants. Parce qu'ils sont 3 quand même. Ouais. Au versement d'une pension alimentaire, à laquelle s'ajoute parfois une prestation compensatoire et l'obligation de quitter, au plus vite, le domicile conjugal, la détresse psychologique de ces pères est telle qu'ils perdent leur emploi. Et c'est ainsi que les hommes se retrouvent, largement majoritaires, à être ceux qui connaissent les difficultés financières ou la rue. Mais le combat ne s'arrête pas là, parce que dans certains cas, encouragé par ses avocats ou bien de sa propre initiative, il arrive que la mère dépose des plaintes, des accusations complètement fausses à l'égard du père pour, par exemple, attouchement ou violence à son égard. L'audience dure 20 minutes. Michel ressort secoué. Son ex-femme l'accuse d'être un père et un compagnon violent. Et même s'il est innocent, le père tombe dans tout un engrenage psychologiquement destructeur. Il est convoqué au commissariat, il est traité comme un potentiel criminel, il peut être placé en détention provisoire, il doit se justifier et comparaître devant le juge. C'est un moyen atroce de l'éloigner de ses enfants parce que pendant toute la durée de cette procédure, qui est au moins de 2 ans et demi, il n'a plus le droit de les voir. On m'a demandé de faire de fausses attestations contre un papa. J'ai refusé, depuis j'ai des très gros problèmes avec cette personne. Quoi comme fausses attestations? Elle voulait que je dise que le papa était alcoolique, qu'il était plus ou moins pédophile, qu'il battait sa fille. C'était tout l'inverse. Aussi, lorsqu'un père obtient un droit de visite ou d'hébergement, ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir l'exercer de manière paisible. Pendant près d'une demi-heure, les gendarmes tentent de joindre la mère. Devant Stéphane, ils avouent leur impuissance. Vous êtes en train de m'expliquer que pour un délit pénal, il faut répéter
La même plainte, des dizaines de fois? Mais parce que la justice ne veut pas poursuivre la première fois. Voilà. 25 000 plaintes pour non-présentation d'enfants sont déposées chaque année et seulement un peu plus d'1 millier sont traitées par les magistrats. Enfin, une autre arme de destruction particulièrement horrible se nomme l'aliénation parentale. Une espèce de travail de sape, au coup par coup en permanence, sur l'image que l'enfant s'est construite de l'autre pour dégrader cette image. Le parent aliénant exerce une manipulation psychique sur l'enfant et entrave par tous les moyens possibles le contact, la relation de celui-ci avec son père. Je vous donne l'exemple de cette petite fille écrivant à son père, pratiquement à chaque page d'une lettre extrêmement violente, « Papa, maman n'y est pour rien dans ce que j'ai écrit. Merci de ne pas croire que maman est derrière moi et ne t'énerve pas s'il te plaît. » On peut dire que si cette petite fille avait envie de faire passer le message exactement inverse, c'est-à-dire j'écris le revolver sur la tempe, elle ne s'y serait pas prise autrement. Et les enfants sont les premières victimes de ces procédés parce qu'ils développent des troubles psychologiques assez graves, pouvant aller jusqu'à la dépression, voire des cas de schizophrénie, sans parler des conséquences une fois adultes. Il se passe que ces enfants, madame veut les emmener, monsieur dit écoute, on va essayer, hein. Et les enfants, j'ai entendu dire qu'ils ne pouvaient pas choisir. Oui ou non? Pardon? Alors c'est aux adultes de choisir à la place des enfants. Pardon? Il faut les rassurer. Ils peuvent pas choisir. Ils peuvent pas, Mais ils sont dans une situation évident qu'ils impossible. peuvent pas choisir. Et ben voilà. Mais si madame n'était pas partie à Mayotte, il y aurait peut-être des solutions. On n'en est plus là. Et naturellement, les séparations ou les divorces, surtout s'ils sont conflictuels, ont des conséquences sur la vie de l'enfant plus tard et sur sa construction. Il vaudrait mieux faire un effort de ne pas se séparer parce qu'après l'enfant il va voir ça, il va être triste. Alors on peut poser la fameuse question, comment est-il possible que de telles situations existent encore en 2021? Et parmi toutes les raisons, on peut notamment invoquer le manque de formation des juges aux affaires familiales qui n'ont aucune connaissance en psychologie, en psychopathologie ou encore en gestion des conflits. De fait, par exemple, ces juges ne reconnaissent pas la notion d'aliénation parentale. Le propre aussi de ces affaires et de ces contentieux, c'est que vous entendez une version contre une version. C'est pas une autre version, c'est tout et son contraire. Et certains juges font trop généralement appel à des experts qui abondent systématiquement dans leur sens. Voici le constat de maître Jean Panier qui a été interrogé par Raphaël Delpar. On le voit bien, ces experts maisons sont toujours en compagnie des mêmes magistrats, dans les colloques, dans les séminaires, où vous retrouvez les dignes représentants de l'aide sociale à l'enfance. Ajoutez à ça qu'avec l'explosion du nombre de divorces, les juges aux affaires familiales sont débordés et ils n'ont pas plus d'un quart d'heure, 20 minutes à consacrer à chaque dossier. Et aussi, ce sont des filières dans lesquelles les juges arrivent par défaut et généralement ne restent pas plus de 5 ans. Mais pourquoi le juge Michel a-t-il choisi ce contentieux? Je suis obligé de répondre. Non, j'ai pas choisi. J'ai pas choisi, c'est un contentieux que tout juge est susceptible d'avoir de toute façon. L'organisation du tribunal fait que j'ai eu les affaires familiales. On peut aussi mentionner la féminisation de la magistrature qui n'est pas sans conséquence sur les inégalités entre les hommes et les femmes. En moyenne, 85% des juges aux affaires familiales sont des femmes. Ici à Nanterre, c'est même 100%. Où est donc la parité? Ce qui nous amène à parler de ce que je qualifierais de barrage féministe. Certains juges féminins se liguent d'office contre l'homme. Dans son ouvrage Le combat des pères, Raphaël Delpar rapporte par exemple le témoignage d'une femme qui souhaitait divorcer à l'amiable de son mari, qui a été encouragée par la juge à demander une prestation compensatoire, affirmant qu'ainsi elle serait en position de ruiner son ex-mari. En 2017, le député Philippe Latombe voulait déposer un double projet de loi sur la domiciliation de l'enfant à la fois chez le père et chez la mère. Dès son dépôt au mois d'octobre 2017, à l'Assemblée nationale, des associations féministes ont affirmé leur opposition à ce que la double domiciliation devienne la norme. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a demandé le retrait immédiat du texte, sous le prétexte qu'il est inspiré par des mouvements masculinistes sous couvert d'égalité. Il faut noter cependant que certaines femmes et féministes se battent pour la résidence alternée comme Clémentine Autain ou Marlène Schiappa par exemple, qui avait signé en 2014 une pétition de Stéphanie Hein. Cependant, le premier motif invoqué n'est pas l'égalité des pères, mais le besoin de passer le relais pour partager les contraintes d'organisation et de garde et ne pas assumer exclusivement la fatigue ou le manque de temps. Pour se protéger, certaines féministes nient aussi le concept d'aliénation parentale dans la réalité pourtant prouvée par les pédopsychiatres. Le 27 janvier 2017, Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Enfants, déclare que le 5e plan de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux femmes, lancé ces derniers mois, préconise de ne pas utiliser la notion d'aliénation parentale.
Aussi, si notre époque évince en toute bonne conscience le père de famille de la société, c'est parce que les recherches qui portent sur le champ de la paternité sont majoritairement effectuées par des femmes. Ainsi, le projet de recherche international Fatherhood Global, qui regroupe 36 chercheurs du monde entier, compte 22 femmes et 14 hommes, le seul membre français étant Élise de la Roche-Brochard. Ce biais il est tout autant présent dans les institutions, ne serait-ce qu'avec la dénomination des structures. On parle d'assistantes maternelles, d'école maternelle, de maternité. Il existe la protection infantile et maternelle, qui sous-entend qu'il faudrait protéger la mère et l'enfant du père, ce qui reflète précisément les situations dont nous parlons aujourd'hui. Tout un système est organisé autour de la dépréciation paternelle, et c'est une vision féministe du monde. La cause de cette tragédie, elle n'est pas seulement institutionnelle ou matérielle. Pour moi, elle est avant tout spirituelle, avec la déchristianisation de la France, qui change totalement notre état d'esprit et celui de l'opinion publique, et c'est cette déchristianisation qui a fait que le rôle du père aujourd'hui, du père de famille, il est tellement méprisé. Aujourd'hui, le débat il se situe quand même autour de la PMA pour toutes, à savoir que 2 femmes pourraient avoir un enfant entre elles sans que cet enfant ait de papa. Et l'homme est seulement réduit au rang de donneur de sperme, et cela paraît comme un progrès. En description de la vidéo, je vous mets plein de liens, de ressources documentaires et associatives que vous souhaitiez vous informer ou bien que vous soyez, en tant que père, victime de l'une de ces situations et que vous ayez besoin d'aide. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. C'était donc Virginie Vota dans une vidéo du 30 mars 2021. Alors, il est toujours possible de critiquer son interprétation et sa vision philosophique de cette situation. Par contre, tout ce qu'elle dit est factuel, les chiffres sont vrais et nous sommes obligés de dire au niveau associatif que nous confirmons et que nous constatons régulièrement ce qu'elle dénonce. Voilà, c'était donc aujourd'hui cette émission à contre-courant, en dehors des sentiers habituels, de ce qu'on a l'habitude d'entendre. La semaine prochaine, nous recevrons Sophie de Mijola pour une série de plusieurs émissions. En attendant, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Bye bye, bisous bisous. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.